Il y a 2 ans, j'étais directrice artistique en alternance en agence de communication à Paris. Et aujourd'hui, je vis à 100% de LinkedIn en tant qu'indépendante. Et je vais t'expliquer comment tu peux mettre les mêmes actions que j'ai mis en place pour vivre à 100% de ton business grâce à ce réseau ou ajouter des ventes additionnelles à ton business existant grâce à ce réseau. Donc quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn en janvier 2024, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je ne savais pas quel objectif concret viser. J'ai commencé à publier pour plutôt préparer ma sortie du salariat. Je me disais que si dans les 9 mois j'arrivais à construire quelque chose, c'était déjà pas mal. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas quitté mon travail en septembre, je l'ai quitté en avril. Donc seulement 3 mois après avoir commencé à publier sur LinkedIn. J'avais tellement de demandes et tellement de clients que je me retrouvais sous l'eau et que je me suis dit, il va falloir faire un choix. J'ai envie de pouvoir me concentrer à 100% sur cette activité et en faire quelque chose rapidement. En termes de clients en graphisme, j'ai bossé pour pas mal de marques, d'agences et aussi d'entrepreneurs, donc sur le réseau et sur d'autres canaux d'acquisition que LinkedIn. J'ai réussi à mettre en place assez rapidement un écosystème, donc avec de la recommandation, les plateformes de freelance et aussi LinkedIn bien sûr qui m'amenait des clients. Donc j'ai noté quelques clients pour qui j'ai travaillé que vous connaissez peut-être, mais ce que j'essaie de montrer avec cette slide, c'est que c'est important d'avoir un écosystème où on a certes de la recommandation, du bouche à oreille, de l'inbound grâce aux réseaux sociaux, grâce au contenu, mais c'est aussi important d'aller chercher du business et je vais vous expliquer comment moi j'ai mis ça en place pour ma propre activité. Donc sur la partie génération de business avec LinkedIn, je dirais qu'il y a 4 piliers qu'il faut savoir maîtriser. Ces 4 piliers fonctionnent toujours ensemble. C'est impossible de faire fonctionner seulement un des piliers sans activer les autres et de réussir à vivre de son activité, de son business assez rapidement. Je vais vous expliquer ces piliers. Le premier pilier, c'est l'optimisation du profil. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que votre profil, c'est pas du tout un CV, mais c'est surtout censé s'apparenter à une landing page. Donc montrez aux visiteurs de votre profil que vous êtes la bonne personne pour régler ses problématiques. Montrez que vous parlez le même langage que lui et que surtout vous comprenez ce qu'il vit au quotidien et que vous êtes vraiment un expert de ce type de profil justement. Et le deuxième pilier, c'est évidemment la stratégie de contenu. Donc c'est montrer que vous parlez le langage de votre prospect, que vous savez exactement quoi dire au bon moment pour lui donner envie de booker un call avec vous. Et également mettre en avant ce que vous avez réalisé, les transformations de vos autres clients et un peu de votre vie personnelle pour créer aussi du lien. Le troisième pilier, il est tout aussi important que les 2 précédents. Il s'agit des interactions sur le réseau. Donc LinkedIn est un réseau social qui va récompenser les interactions sur les posts des autres, notamment en commentaire. Il faut savoir que c'est tout aussi important que de publier sur le réseau. Il faut savoir se rendre visible et interagir avec sa communauté et aussi aller chercher de nouvelles opportunités en commentant sur un réseau plus élargi. Et enfin, le dernier pilier que vous connaissez et que vous redoutez peut-être, c'est la prospection. Donc j'ai marqué que la prospection, c'est pas de la vente. La prospection, c'est comprendre le besoin de votre prospect avant même de lui pitcher quoi que ce soit. C'est trouver les bons mots au bon moment à adresser à la bonne personne pour réussir à créer une conversation, créer de la confiance et générer une prise de rendez-vous par la suite. Si on veut résumer, la méthode elle tient en 4 piliers: profil, contenu, interaction, qualification, pour ensuite générer du business, générer des ventes. Très rapidement, comment on optimise son profil? Pour moi, un bon profil il doit mettre en avant 3 critères bien spécifiques. Le premier, c'est mettre en avant le problème que tu résous. Donc il faut que celui-ci soit affiché clairement en une phrase et qu'on le comprenne rapidement. Le second, c'est des preuves, donc montrer les transfos clients, montrer les recommandations, montrer que c'est pas juste des promesses mais qu'il y a vraiment un résultat derrière quand on travaille avec toi. Et le dernier, c'est un call to action clair, donc idéalement un lien de prise de rendez-vous, un formulaire de candidature, mais un seul lien, un seul endroit où la personne va pouvoir rentrer en contact avec vous, booker un call, convertir. Donc j'ai mis sur LinkedIn un profil qui est pas du tout optimisé versus le mien pour comparer et pour vous expliquer ce qu'est un bon profil bien optimisé. On va commencer avec le profil qui fonctionne le moins. Donc ici on a une personne qui a fait une bannière avec une écriture en serif. Ce type de police est réputé pour être assez illisible. J'aurais plutôt privilégié une typographie sans serif qui est beaucoup plus lisible. Et également j'aurais mis une proposition de valeur en avant qui montre clairement ce qu'elle fait et les bénéfices qu'elle apporte à ses clients avec peut-être des preuves sociales comme le nombre de clients accompagnés, les logos de ses clients et d'autres choses qui peuvent venir nourrir la confiance qu'on peut lui porter. Sur la photo de profil, elle a retourné sa photo. Donc ça, je sais que ça peut être une petite stratégie pour attirer l'attention. Pourquoi pas ? Même si moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut rester assez classique avec une photo souriante, peut-être de 3/4. Une photo professionnelle, évitez les photos IA à part si vraiment vous avez aucune photo professionnelle. Le badge Open to Work, je trouve que ça fait pas très pro. Ça fait un peu, je suis en recherche de clients, aidez-moi. Je sais qu'il y a des avis assez tranchés sur ça, mais moi je suis pas trop fan, je le mettrai pas en tout cas. Également les photos de profil en noir et blanc, je trouve que ça fait un peu dramatique. Je préfère les photos de profil en couleur, où la personne est souriante, ça donne envie de travailler avec elle. Mais
j'ai déjà fait des photos de profil en noir et blanc pour des clients qui le souhaitaient. C'est juste que moi personnellement, je trouve que c'est pas le plus optimisé. Donc là on voit qu'elle a pas mis de call to action, de bouton juste sous sa bio. Ça serait à optimiser justement, et quand on clique sur les coordonnées, donc c'est pour la joindre rapidement, on a son email qui est pas un email professionnel, donc ça aussi ça pourrait être amélioré pour faire plus professionnel. Ensuite on a une section info qui est assez courte. Moi j'ai une structure de section info qui fonctionne plutôt bien, je vous la mettrai dans les ressources de cette vidéo, mais c'est généralement plus long que ça, sans être une tartine non plus. En général c'est une structure de copywriting qui est quand même un peu plus poussée et qui détaille vraiment, on va dire, les pains de la cible, à qui vous adressez, comment vous réglez le problème en fait assez rapidement, et un petit peu de preuve sociale. Et ensuite on voit qu'elle a gardé donc la section service et la section sélection. Donc en général moi ce que je recommande c'est de choisir l'une ou l'autre et de pas trop mettre de call to action. En général je recommande de plutôt laisser la sélection. Ici on voit qu'elle a mis 2 posts, donc j'imagine que c'est ses posts les plus performants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça sur LinkedIn. En général c'est pas du tout recommandé pour faire du business et attirer des clients. En général ce qu'on va faire c'est mettre plutôt une prise de rendez-vous et afficher les témoignages ou les transfos clients. On peut aussi afficher un lead magnet par exemple en sélection pour récolter des adresses email, ou une newsletter pour également récolter de la data de vos leads. Donc c'est des optimisations possibles, mais surtout pas des posts épinglés. C'est gâcher de la place et de l'espace pour absolument rien. Et ensuite quand on descend un peu et qu'on regarde ce qu'elle fait en termes de contenu, on voit qu'elle ne publie pas, elle republie seulement du contenu. Donc republier du contenu c'est assez déconseillé parce qu'en fait vous gâchez une opportunité de faire votre propre contenu sur votre compte, et du coup je vous recommande de garder votre espace post pour publier vos propres contenus justement et vous faire un nom sur le réseau rapidement pour générer de l'attraction, générer de l'intérêt sur votre profil et également générer du business. Quand on voit un peu dans son espace commentaire, donc ce qu'elle fait en termes d'interaction sur le réseau, on voit qu'elle commente très peu. Donc le dernier commentaire date d'il y a 1 mois, ça doit être une réponse à un lead magnet comme on voit le commentaire. Ensuite 3 mois et encore 3 mois, donc je pense qu'elle est très peu active sur le réseau. Malgré le fait qu'elle soit open to work, elle doit chercher du travail, elle est très peu active sur le réseau, elle se rend pas visible, et donc ça ne va pas servir justement sa recherche de clients, sa recherche d'emploi, quel que soit son objectif sur le réseau. Ça pourrait être optimisé en se rendant beaucoup plus visible et en générant du coup de l'attraction et des visites de profil grâce aux commentaires qu'elle laisse sous les posts des autres personnes. Ensuite, quand on descend un peu sur la section expérience, en vrai je vais pas trop détailler parce que je pense qu'elle l'a bien optimisé. On voit qu'elle a pas mal d'expérience. Si vous avez peu d'expérience justement dans le salariat, comme moi, vous pouvez mettre aussi des expériences avec des clients ou des projets en mettant bien le nom de l'entreprise. Ça peut être intéressant justement pour remplir un petit peu cette section. Elle a également rempli la section formation, donc ça c'est pas mal pour justement générer un petit peu de confiance, surtout si vous êtes dans un secteur où les diplômes sont importants. Je sais que bon, c'est pas le cas de tous les domaines maintenant, surtout que c'est de moins en moins important les diplômes, mais on sait jamais. Je sais qu'il y a des secteurs un peu plus corpo où on regarde l'école, où on regarde un petit peu les certifications, donc si c'est important dans votre secteur, n'hésitez pas à les mettre. Elle a vraiment bien rempli tout ce qui est projet, compétences. Ça c'est un peu moins important pour générer du business honnêtement. Et les recommandations, elle en a reçu qu'une seule. Ça c'est très important de demander des recommandations en tant que freelance, consultant, expert, dirigeant de petite agence. Il faut au minimum 5-6 recommandations, c'est l'idéal pour commencer, et surtout il faut des recommandations qui soient laissées par des profils qui ressemblent à votre client idéal. En fait ça va mettre en confiance les autres personnes qui visitent votre profil. Elles vont voir qu'il y a par exemple d'autres CEO dans l'immobilier, si c'est votre cible, qui vous ont laissé des recommandations, et du coup ça génère directement plus de confiance. Donc si on compare avec un profil qui est optimisé, donc le mien, on peut voir qu'il y a une bannière avec une proposition de valeur qui est très claire, et ensuite en dessous j'ai mis une petite stack de services. Donc ça j'aime bien le faire, mais je recommande aussi à mes clients de le faire, mais c'est pas obligatoire. Et également on peut voir les preuves sociales, donc avec les différents clients que j'ai accompagnés. La bio justement fait écho à la proposition de valeur de la bannière, et on peut aussi ajouter un petit peu de preuves sociales et également un call to action à la fin. Donc ici c'est réserve ton audit de profil, parce que c'est ce que j'offre en fait à mes prospects, à mes potentiels clients. Ils peuvent booker un rendez-vous avec moi où je vais analyser leur profil et leur faire des suggestions d'amélioration, de stratégie pour justement générer du business sur LinkedIn et faire des ventes. Ici on a, comme je vous le disais, un petit call to action, donc qui redirige vers la prise de rendez-vous. Là où la personne que j'ai montré précédemment, il n'y avait pas ce bouton, ce qui peut faire perdre des rendez-vous, des ventes. Donc la section info, comme je vous le disais, on a le pain en premier. Donc vous cherchez à générer une présence LinkedIn puissante qui génère des rendez-vous qualifiés. Ça c'est un peu le rêve de toutes les personnes qui vont visiter mon profil, c'est ce qu'elles ont envie d'accomplir. Et ensuite je vais appuyer un petit coup sur
leur pain. Parce que la plupart des personnes que j'ai en rendez-vous, c'est des personnes qui publient mais qui n'ont pas d'engagement, qui n'ont pas de reach, ou alors elles publient, elles ont de l'engagement et du reach, mais elles n'ont pas de rendez-vous, elles n'ont pas de prospects derrière. Donc c'est un petit peu ce qui revient le plus en appel. Et ensuite, je vais un petit peu dérouler, parler un peu de ma preuve sociale, donc de ce que j'ai accompli, et je vais mettre encore une fois le lien qui va permettre de booker un rendez-vous avec moi. Très important de marteler ce lien. Et comme vous le voyez, il y a une seule manière de rentrer en contact, de booker un call. Il n'y a pas 50 liens différents sur tout le profil. Ensuite, en sélection, comme je vous le disais, j'ai mis un lien vers la prise de rendez-vous et j'ai également mis un lien vers du coup ma chaîne YouTube qui permet en fait de présenter des formats longs, des formats de valeur, des tutoriels qui vont permettre de créer plus de liens avec mon audience et de montrer un aperçu en fait de ce que je suis capable de faire et de mon expertise. Et ensuite, quand on scrolle un peu, on a directement donc mes derniers posts. Et chaque post en fait remplit une fonction, générer de la visibilité, du reach sur le réseau, générer de la confiance et envoyer les gens en rendez-vous. Ensuite, quand on descend un petit peu, on a le détail de mes expériences. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas beaucoup travaillé, je pense que vous le voyez, j'ai dans le salariat, je veux dire, j'ai été designer en stage, j'ai fait beaucoup de stages, DA en alternance. Et ensuite j'ai bossé en freelance pendant un certain temps jusqu'à monter ma boîte. Donc j'ai mis les expériences que j'avais, mais je pense que c'est même pas en fait ce que les gens regardent quand ils viennent sur mon profil, c'est même pas un détail que les gens regardent. Donc je pense que c'est encore une fois à adapter à votre situation et à ce que vous avez envie de partager. Également, plus bas, j'ai mis les écoles que j'ai faites et les diplômes que j'ai, même si évidemment, encore une fois, c'est pas le plus important, surtout dans l'entrepreneuriat. Et en fait, quand vous allez dans la section recommandations, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de recos parce que justement, je faisais en sorte de rapidement demander des recommandations après n'importe quel travail, n'importe quel projet en freelance avec un client. C'était la première chose que je faisais dès que le projet était bouclé. Donc pour conclure sur la partie vraiment profil, le profil avant, c'est un profil flou, un profil de freelance qui dit qu'il fait du marketing avec une headline générique, on sait pas ce qu'il est. Le même profil avant-après, ça va être un avant un peu flou. Par exemple, on va utiliser des termes qui sont trop génériques. On va dire freelance expert en marketing, des choses comme ça qui veulent rien dire, qui parlent pas à votre prospect. Une headline générique, une bio qui parle de soi. Ça, c'est très très courant aussi. On va parler à la première personne. On va jamais se mettre à la place de la personne qui nous lit, citer ses pains, citer la situation douloureuse dans laquelle elle se trouve. Aucune preuve, aucun avis client visible et pas de call to action. Du coup, le visiteur repart parce qu'il sait juste pas comment vous contacter. Le nombre de fois où j'ai visité des profils sur LinkedIn et je savais même pas comment trouver une adresse email ou une prise de rendez-vous valide avec des liens qui étaient cassés et autres. Donc c'est des choses à surveiller. Et ensuite, le après, ça va être en après très spécifique. J'aide les coachs à signer via LinkedIn par exemple. Une headline qui montre clairement le problème que tu résous et pour qui. Une bio qui est orientée bénéfice avec un positionnement clair et idéalement un call to action. Et des transfos clients et des avis affichés clairement avec un call to action unique. Par exemple, prends rendez-vous ou alors un petit formulaire à remplir si vous avez envie de mieux préqualifier votre lead. On va passer au deuxième pilier qui est le contenu. Donc du bon contenu attire les bons clients et il n'attire pas seulement les likes, ce qu'on appelle aussi les vanity metrics. Donc sur LinkedIn, c'est très simple de faire beaucoup de vues. Vous parlez de burn-out, vous parlez de santé mentale, vous parlez de tout ce qui est lié aux neurosciences, etc. Vous allez forcément faire des vues. Le but, c'est pas de faire des vues et des likes, c'est aussi d'attirer les bonnes personnes sur son profil. Et si vous souhaitez faire des posts qui vous ramènent de la visibilité, il faut également que ça vous ramène de la visibilité des bonnes personnes. C'est très important. Donc on va d'abord voir les types de posts. Ensuite, là, on verra la fréquence de contenu, donc combien de fois par semaine il faut poster. Donc, ceux qui sont à l'aise avec la création de contenu le savent peut-être, mais il y a 3 types de contenus à impérativement inclure dans une stratégie. Les posts tofu, donc qui sont top of funnel, les posts mofu et les posts bofu. Donc, les posts tofu, ils vont permettre de se faire connaître. Ça va être des posts de storytelling, opinion, des posts un peu plus larges qui vont toucher une plus large audience. L'objectif, c'est de toucher un maximum de monde et d'attirer de l'attraction sur son profil. Les posts mofu, ça va être un petit entre-deux. Donc, ça va être des posts qui vont générer quand même de la visibilité, moins que les posts tofu, mais ils vont permettre de petit à petit amener de l'expertise. Ça va être des méthodes, des tips, des coulisses de l'entreprise et ils vont prouver justement que tu maîtrises ton sujet, attirer l'attention sur ton domaine d'expertise. Et les posts bofu, du coup, c'est les posts bottom of the funnel, donc c'est les posts qui vont donner envie de travailler avec toi. Ça va être des preuves, des cas clients, des transformations, des posts où tu vas mettre directement ton offre en avant, c'est aussi possible. Et ce type de contenu, il va devoir déclencher une action de la part de ton lecteur. Ça peut être une inscription à un webinaire, ça peut être une inscription à une newsletter, ça peut être une prise de rendez-vous directe.
il a forcément un objectif, on va dire, de conversion du lecteur. Quand on va commencer à publier sur LinkedIn, quand on va créer sa stratégie de contenu, se lancer sur le réseau, on va essayer de générer pas mal de posts tofu pour justement générer de l'attraction et se faire connaître, attirer du volume sur son compte pour petit à petit inclure des posts un peu plus mofu et des posts un peu plus bofu petit à petit dans sa stratégie. Je vais vous montrer un exemple de chaque type de post pour que ça soit plus parlant. Mais en premier, on va commencer avec un post tofu. C'est un post qui a pour but de générer beaucoup de traction sur son compte. Moi, à force de publier sur le réseau, j'ai un peu mes posts tofu qui fonctionnent et que je vais réutiliser un peu à l'infini. Mais on a justement ce post qui est ces 9 erreurs de design détruisent l'engagement sous vos posts. C'est un post qui, je sais qu'à chaque fois que je le publie, j'ai des dizaines de milliers d'impressions, donc je l'utilise souvent en post tofu. Donc c'est un post qui va pas être complètement décorrélé de ce que je vends. C'est un post qui va parler de design, de branding, de personal branding justement parce que on a tous besoin d'une identité de marque, même quand on fait de la personal brand et qu'on publie sur les réseaux pour son business. Et donc c'est le type de post qui me sert à générer de l'attraction sur mon compte, générer des demandes de connexion, de la visibilité. Ensuite, je vous ai mis un petit exemple de post mofu. On va dire que la majorité de mes posts, c'est des posts middle of tunnel, donc mofu. Par exemple, ici, on a 6 étapes pour faire de LinkedIn un accélérateur de conversion grâce à l'autorité perçue. Et là, c'est un petit carrousel donc qui va détailler on va dire les différentes étapes pour justement arriver à cette finalité. Et comme vous le voyez, on a un certain nombre d'impressions, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus ce genre de performance. Parce que ce n'est pas l'utilité du post et son objectif au post n'est pas de faire des dizaines de milliers de vues, mais plutôt d'être vu par les bonnes personnes, les personnes qui vont potentiellement travailler avec moi à partir d'un certain temps. Et ensuite, je vais vous montrer un post bofu, donc un post qui incite directement à faire une action. Donc c'est un post hotline LinkedIn, donc c'est un concept que j'ai créé pour justement pouvoir créer du contenu et aider les gens en même temps. Je leur demande de commenter pour que je puisse leur envoyer le formulaire en message. Il y a d'autres posts que j'ai fait comme ça où je mettais le lien directement, donc ça peut être aussi considéré comme un post bofu. C'est un post à but de conversion, on va directement demander au lecteur de faire une action. Et comme vous le voyez, c'est pas forcément synonyme de mauvaise performance parce que le post il a quand même marché. Il y a des posts comme ça qui fonctionnent extrêmement bien, qui vont même jusqu'à percer sur la plateforme. Ça peut très bien performer justement. Comme ça peut moins bien marcher. Dans tous les cas, il faut pas se décourager et c'est aussi des posts à inclure dans une stratégie parce que c'est important de mettre en avant ses produits, c'est important de vendre justement. Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça et même si ça ne marche pas, vous pouvez toujours repackager le post dans un autre format qui plaira peut-être plus à votre audience. Je vous ai mis également un petit récap de ce qui a bien marché pour moi quand j'étais freelance. Donc ce qui a très très bien marché quand je vendais du branding, c'était les posts avant-après. Ça c'est vraiment ça qui m'a fait exploser sur le réseau. Je sais que ça fonctionne encore et je pense que ça fonctionnera encore à l'infini. Parce que la majorité des personnes qui n'ont aucune affinité avec le design, si vous vendez du design justement, en fait, elles vont être justement impressionnées par un avant-après. Vraiment, on voit la transformation et c'est ça qu'il faut leur montrer. Il y avait également les posts showcase dans mes projets, donc vraiment des posts classiques où je montre un peu comment je travaille, les étapes, etc. d'un projet design. Ça fonctionnait aussi bien. Les posts storytelling perso où je parlais justement de ma vie, du moment où j'ai pris ma petite sœur en stage, etc. Ça avait bien fonctionné. Les collabs avec d'autres créateurs, donc c'est par exemple des carousels où on va faire des collabs avec des créateurs complémentaires à soi, ça fonctionne très très bien et ça ramène aussi de la traction sur plusieurs comptes à la fois parce qu'on a un feed en fait qui est, on va dire, envahi du même type de post. Et ça fonctionne extrêmement bien, donc vous pouvez le faire avec un seul créateur, comme vous pouvez le faire avec par exemple 30 créateurs. Et fais-toi sur le networking fonctionne très très bien, surtout en 2026. Je trouve que c'est assez trendy. Les gens ils ont besoin justement de ce côté humain, de ce côté contact. Ça fonctionne vachement bien. Et ensuite je vous ai mis une petite slide, donc comment savoir si un post a marché. Très important de savoir lire la data, ça je l'ai souvent en appel, les personnes ne savent pas vraiment en fait, quel chiffre montre qu'un post a bien fonctionné, quel chiffre montre qu'un post a vraiment floppé. Donc je dirais qu'entre 1 et 5000 impressions, c'est un plutôt bon post. On va toucher un petit peu au-delà de tes abonnés ou alors seulement tes abonnés, le format fonctionne. C'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer dans le contenu, peut-être que le hook n'a pas fonctionné, peut-être que le sujet a été trop poncé et que les gens se sont lassés. Il faut analyser pourquoi ça a performé moyennement. Plus de 5000 impressions, je dirais que c'est un très bon post. Le sujet résonne, c'est un format à réexploiter et pourquoi pas à décliner. Encore une fois, il faut analyser le post et comprendre pourquoi il n'a pas fait une meilleure performance, mais globalement, c'est des bonnes statistiques. Et à plus de 10 000 impressions, c'est un très bon post, voire excellent post, qui montre que tu as réussi à toucher une audience beaucoup plus large que ton audience de base et que tes abonnés existants. Il faut analyser pourquoi il a fonctionné et pourquoi pas le décliner dans d'autres formats qui lui ressemblent
pour essayer de générer encore plus de traction. On va aborder le troisième pilier qui est l'interaction sur le réseau LinkedIn. Donc on va dire que quand tu publies un post, idéalement il va toucher 5 à 10% de tes abonnés, mais un commentaire bien positionné sur un gros compte va t'exposer à des milliers de personnes déjà engagées. Vous pouvez avoir de meilleures statistiques et plus d'impressions en commentant sous les posts des bonnes personnes que juste en publiant sur les réseaux. C'est pour ça que les commentaires sont à inclure absolument dans une stratégie LinkedIn. Donc la première étape, c'est de commenter les bons posts avec une vraie valeur ajoutée. On va dire que l'idée, c'est pas de faire des commentaires génériques ou un peu superficiels, mais vraiment d'amener un petit peu d'expertise justement dans le commentaire. Montrer un petit peu de votre personal brand et de votre personnalité, justement, est-ce que vous êtes drôle, sérieux, polémique. Il y a des gens qui aiment bien un peu critiquer en commentaire, qui jouent un peu sur ce tableau-là, mais c'est un peu vous qui choisissez aussi quelle image vous avez aussi envie de refléter sur le réseau. Je sais que je connais des entrepreneurs qui signent exclusivement grâce aux commentaires et qui génèrent beaucoup de business grâce aux commentaires sur LinkedIn. Peut-être en lien avec votre expérience personnelle, parce que ça, l'IA, elle peut pas le faire, et du coup, le créateur sait que vous n'avez pas écrit avec une IA. Apportez votre point de vue, posez une vraie question. Si vous pouvez amener vraiment de l'expertise ou aider la personne qui a fait le post, c'est encore mieux. J'ai noté quelques outils si vous vous sentez un peu limité dans les types de profils à commenter. J'ai noté Favicon pour justement aller chercher des personnes avec une plus large audience, des personnes qui ont un plus gros réseau, qui sont des influenceurs. Sales Navigator pour justement extraire des personnes de votre niche, des concurrents ou des personnes que vous n'avez pas forcément en ligne de mire. Et ensuite Magic Post pour créer des listes qui vous permettent de commenter justement et que vous allez pouvoir pourquoi pas déléguer à une CM si vous le souhaitez par la suite. Également la méthode manuelle pour justement être alerté de quand des personnes publient et pouvoir être les premiers sous ces posts, ça va être d'activer la petite cloche et de mettre les notifications dans tout et d'enregistrer, et comme ça dès qu'une personne publiera vous aurez la notification dans votre petite cloche de notification. Et enfin je voulais faire une partie dédiée à la partie prospection pour reposer les bases. La prospection ne sert pas à vendre. La prospection en fait elle va vous servir à engendrer une conversation et à comprendre le besoin de la personne, le potentiel besoin, parce que parfois il est inexistant, avant de pitcher quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas censé amener votre produit, votre service, dire bonjour je suis machin, je vends ça. Vous êtes censé comprendre la personne, savoir où elle en est à peu près dans son business, dans sa vie entrepreneuriale, et savoir si potentiellement ce que vous offrez peut se greffer et servir l'atteinte de ses objectifs. Donc c'est pas du tout ok je vais aller envoyer un message à 300 personnes qui correspondent de près ou de loin à mon client idéal ou à des gens que j'ai eu comme clients et leur envoyer un message au random copier-coller pour espérer générer un rendez-vous. C'est pas ça du tout. La prospection c'est long, c'est chronophage, ça demande du détail, ça demande de la personnalisation, ça demande de tenir une discussion, c'est juste une relation cordiale entre humains et c'est censé être bien amené, c'est censé être respectueux. Cette vidéo n'est pas une masterclass de prospection mais je vais essayer de partager un peu ce que j'ai appris et les bases surtout quand on commence sur le réseau LinkedIn. Moi j'ai commencé, j'étais freelance et j'ai fait beaucoup d'inbound donc j'ai longtemps attendu que les gens viennent à moi et aussi on m'amène en fait du business par le bouche à oreille parce que je me suis constituée rapidement un cercle d'entrepreneurs, j'ai rapidement fait des rencontres et j'ai eu rapidement du réseau. Mais ce que je recommande, c'est évidemment si vous avez cette possibilité de capitaliser sur le bouche à oreille, sur votre réseau, faites-le. C'est important, mais il faut rapidement apprendre à aller chercher du business par soi-même. C'est important de faire les deux et les deux se complètent. La deuxième étape, c'est de cerner le problème. En fait, plus vous allez travailler sur les mêmes typologies de clients, les mêmes typologies de projets, mieux vous allez comprendre en fait le problème que vous résolvez vraiment et la situation dans laquelle se trouve le client quand il vient vous voir. Vous allez lui poser des questions et vous allez voir il y a des patterns en fait de choses qui se répètent chez la personne. Vous allez remarquer qu'elles vivent à peu près toutes les mêmes choses. Toute votre prospection doit justement servir à identifier si la personne à qui vous écrivez correspond justement à la typologie de personne que vous avez servi par le passé. Est-ce qu'elle a les mêmes problématiques? Est-ce qu'elle a à peu près le même type de business? Est-ce que vous pouvez la servir aussi bien que vous avez servi vos anciens clients? Et enfin la troisième étape c'est de travailler les premiers messages pour justement pas vous fondre dans la masse, pour vous perdre dans la messagerie de votre prospect. L'idée c'est aussi d'attirer un peu son attention, d'être un peu créatif, de sortir du lot, de donner envie de rentrer dans la conversation avec vous. Il y a plein de manières de le faire mais juste il faut pas faire comme tout le monde et évidemment que les frameworks de prospection, de setting populaires que vous avez vus sur Insta, sur YouTube et autres, ils ont déjà été utilisés et ils marchent plus donc il faut être créatif. Et surtout il faut aussi se faire confiance dans l'approche. Je pense que c'est ça le plus important et tester des choses pour voir ce qui génère des réponses. Je sais que
c'est compliqué de faire vraiment des frameworks de setting qui fonctionnent et qu'on peut adapter à n'importe quelle typologie de business ou n'importe quel entrepreneur. En fait, c'est quasi impossible. Mais j'ai mis 2 exemples distincts qui pouvaient pour moi fonctionner. Donc le premier, c'est l'approche par le contexte et le second, c'est le rebond sur un post. L'approche par le contexte, c'est toujours intéressant parce que ça montre que vous êtes intéressé un petit peu à l'actualité de la personne ou est-ce qu'elle avait partagé justement dans un post, dans une actualité. Ce que j'aime bien, moi, conseiller en setting et en prospection, c'est de demander la permission à la personne de faire la suite. Donc par exemple, je me demande si je pouvais te faire une petite review de la partie sur laquelle vous intervenez. Et en fait, les deux combinés, ça montre que déjà vous êtes intéressé au profil de la personne et vous avez un peu digué sur ses actualités, ce qu'elle fait de nouveau, on va dire. Et ensuite, vous demandez la permission. Et moi, je trouve ça très très important de demander la permission justement. Moi, quand on me prospecte et qu'on me balance directement tous les trucs qui vont pas sur ma landing page, par exemple, je trouve que ça crée plus une sensation et une réaction de frustration, voire d'énervement, d'agacement. Par rapport à la personne qui m'a envoyé ce message. J'aurais préféré qu'on me dise écoute Annabelle, je suis tombée sur ta landing page, je pense qu'il y a 2-3 points peut-être à améliorer, ce qui pourrait augmenter ton taux de conversion, est-ce que ça dirait que je les partage? Et moi je dirais bah oui, pourquoi pas, vas-y, parce que mon site est un facteur de business pour moi. C'est important de demander la permission, je trouve. Ensuite, le deuxième exemple, c'est le rebond sur un post. Donc lui, je sais qu'il est pas mal utilisé, je trouve que c'est intéressant de le faire si justement il y a un post qui est en rapport avec ce que vous avez identifié comme point faible chez la personne. Par exemple, ces fois, moi, on m'a approché en disant « Ouais, j'ai vu ton post sur insérer un post avec un sujet qui a rien à voir avec ce pourquoi la personne vient me prospecter. » Mais du coup, ça m'a fait penser à machin truc chouette, aucun rapport. Alors que si par exemple la personne, elle a laissé un post où elle dit justement qu'elle comprend plus trop l'algorithme en 2026, que c'est hyper compliqué, qu'elle hésite à quitter le réseau, mais là vous avez une méga perche en fait. Donc ça pourrait être évidemment pas en mode bourrin, ouais j'ai vu ton post, apparemment tu galères sur le réseau et tout, mais je veux dire ouais j'ai vu ton post et tout, franchement je me suis dit pareil la dernière fois, c'est assez ouf ce qui se passe et tout, pourtant je publie depuis quand même quelques années, et toi ça fait depuis combien de temps tu publies, sensation normale quoi, enfin juste être humain et s'intéresser aux problématiques de la personne. Faire le point avec quelque chose que la personne a laissé, donc sur son passage, que ça soit un indice plus ou moins évident, un post, une interaction, etc. Ces différents piliers, ils fonctionnent les uns avec les autres, ils demandent de la discipline, mais grâce à ces méthodes et à ces piliers, j'ai pu signer 170 clients sur mes 2 ans d'entrepreneuriat. J'ai pu générer 10 millions d'impressions du coup sur le réseau pour moi et mes clients. J'ai pu avoir quand même pas mal de recos positives sur le réseau, donc de mes clients satisfaits. Et j'ai pu bosser avec des secteurs qui sont quand même assez variés. Ces méthodes, elles fonctionnent. Vous pouvez trouver des clients de la même façon. Ça demande, comme je disais, de la discipline. Ça demande aussi de sortir de sa zone de confort pour comprendre comment on peut être créatif, comment on peut sortir du lot et juste en fait se rendre visible et se faire connaître, mais pour les bonnes choses. Et si vous souhaitez qu'on audite ensemble votre profil et qu'on analyse un petit peu ce que vous perdez comme business chaque mois sur LinkedIn à cause d'un profil pas optimisé ou alors de posts qui fonctionnent pas bien, qui ne parlent pas à votre cible, qui génèrent pas d'engagement, vous pouvez toujours m'écrire sur LinkedIn et je me ferai un plaisir d'analyser votre profil et regarder ça avec vous, de vous aider parce que je suis aussi là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.